Je voudrais vous demander de couper d'abord votre caméra. OK. Parfait. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Si oui, vous voulez bien me notifier dans la boîte chat. Alors, je voudrais vous remercier pour avoir répondu encore une fois à notre invitation à ce webinaire gratuit que nous organisons sur les contributions éventuelles des associations professionnelles de gestion financière face à la pandémie de la COVID-19. Alors aujourd'hui, dans presque tous les pays francophones, les associations professionnelles jouent un rôle important au niveau du secteur financier. Elles ont une existence légale, elles ont des obligations envers leurs membres et elles sont vraiment écoutées au niveau des autorités de tutelle pour formuler les besoins des acteurs du secteur, notamment des prestataires financiers. Alors, dans cette crise qui dure depuis plus d'1 an, elles sont aux côtés de leurs membres, mais aussi des autorités pour trouver les solutions qu'il faut pour sauvegarder un peu les institutions. Déjà, un rapport de la Banque centrale vient de sortir où, dans l'espace de mois, plusieurs institutions de microfinance ont été mises sous administration provisoire. Il y a 3 au Bénin, 3 au Burkina, ainsi de suite. Je n'ai pas tous les chiffres. Donc, ça montre vraiment que c'est vrai que la crise de la pandémie est révélatrice de beaucoup d'autres choses, mais quand même, ça a un impact. Et qu'est-ce que les associations professionnelles font? C'est ce que nous voulons échanger. C'est ce sur quoi nous voulons échanger aujourd'hui. Et je voudrais vraiment remercier les 3 intervenants qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation de manière gratuite pour partager un peu leur expérience sur le sujet. Je voudrais remercier M. Ketor, un doyen dans le secteur, directeur exécutif de l'APSFD du Togo. Je voudrais aussi remercier André, qui est jusqu'à Kinshasa là-bas, qui accepte encore une fois. Je précise que ce n'est pas ça, son premier passage dans nos webinaires. Il a encore répondu promptement à notre invitation cette fois-ci. On le remercie, on lui dit Maton Domingui. Et enfin, Gires, qui est un ami et qui a aussi répondu sans exigence particulière à participer à ce webinaire. Je voudrais profiter pour transmettre mes salutations à son patron, M. Amansou, qu'on n'a pas voulu déranger pour participer à cette séance. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu. J'ai vu aussi le doyen Djibril connecté. Merci beaucoup pour l'intérêt. Alors, nous sommes FSH Expertise, bien sûr. Nous sommes un jeune cabinet qui, depuis l'année dernière, nous donnons comme ambition de pouvoir développer une offre de renforcement de capacité d'assistance technique aux institutions financières en ligne. Et depuis, nous essayons de proposer des services. Et nous avons commencé par les webinaires gratuits et nous voudrons continuer avec ça parce que ça permet de diffuser un peu les informations, les connaissances dans le secteur pour permettre aux ceux qui n'ont peut-être pas toujours le temps de lire des rapports, de savoir ce qui se passe de part et d'autre et de pouvoir s'inspirer de ça pour le bon fonctionnement de leur institution. Nous faisons aussi des formations en ligne. Et cette année, nous avons déjà fait 7 formations en ligne, et ce qui nous a permis de faire environ 133 personnes. Nous voudrais vraiment remercier toutes les institutions qui nous ont accompagnés dans cette ambition. Nous avons pu toucher 3 pays, si bien 7 pays. Je pense qu'on a 8 actuellement, puisque nous avons pu aller au Niger, en Côte d'Ivoire. Ça devait faire 9 pays maintenant. Merci à tous ces gens-là qui nous font confiance. Alors, notre prochain atelier de formation en ligne, c'est sur la mise en œuvre efficace des recommandations d'audit externe. Comme vous le savez, de plus en plus, les institutions ont l'obligation de se faire auditer, surtout d'améliorer leurs pratiques sur la base des résultats d'audit externe. Et ce n'est pas souvent évident. Après chaque
audit externe, à chaque rapport qui est suivi de recommandations, que les gens arrivent à vraiment mettre en œuvre ces recommandations et que on voit que d'une année à une autre, les mêmes recommandations sont formulées, sont reprises. Et c'est des choses qui quand même ne renforcent pas le professionnalisme, mais également ne permettent pas une bonne gestion des risques, parce que les recommandations du TSTN visent à améliorer le système de gestion des risques qui est en place. Donc, on a invité Mme Mablawa Nadine Nyakaya, qui est expert comptable mémorialiste, était chef de mission pour nous montrer quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place, quels dispositifs on peut mettre en place au sein des institutions pour pouvoir mettre en œuvre, tirer profit de l'audit externe. Comme vous le savez, l'audit externe, ça coûte cher, surtout pour les gestions de microfinance. C'est un poste de budget important. Donc, il faut en tirer le maximum de profit pour le bien de l'institution. Voilà. Nous avons aussi essayé nous avons lancé une offre de services en matière de communication digitale. Et actuellement, nous offrons gratuitement pendant un mois nos services pour les institutions financières qui le souhaitent, parce que on sent que jusqu'à maintenant, malgré toutes les opportunités qu'offre la communication digitale, les institutions financières ne se montrent pas encore très actives. Alors, nous voudrons booster leur présence sur la toile et nous offrons gratuitement un mois de ce service-là à toutes les institutions qui souhaiteraient vraiment en bénéficier. Écrivez-nous et nous allons mettre en place à votre disposition nos équipes pour vous aider à avoir une stratégie et aussi à améliorer votre présence sur les différents canaux digitaux. Donc, voilà ce que je voudrais dire pour introduire. Alors, le thème, comme on l'avait dit, c'est quelle est les contributions éventuelles des associations professionnelles des institutions financières par rapport à la crise de la pandémie. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter pour améliorer un peu la situation? Et pour le faire, nous avons 3 intervenants. Elles vont intervenir à tour de rôle. Elles vont essayer en 20 minutes maximum de partager leur expérience, ce qui s'est passé dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont fait. S'ils ont d'autres expériences, ils vont pouvoir nous partager avec nous. Alors, le premier intervenant, c'est mon doyen Ange Kosivic Ito. Il est actuellement le directeur exécutif, donc il est dans le secteur depuis longtemps, plus de 24 ans d'expérience, mais aussi très vite, il est rentré dans l'association professionnelle, donc dans le monde de l'association professionnelle, où il a quand même contribué, entre autres, à institutionnaliser aujourd'hui l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés qu'on appelle la PSF de Togo. Il a beaucoup d'autres cassettes en termes de formation, il a beaucoup d'autres cassettes en termes de consultants auprès d'organisations nationales et locales. Donc, c'est lui qui va être le premier à intervenir. Je vais lui laisser la parole et le remercier encore une fois pour avoir accepté d'animer ce webinaire avec nous et d'apporter peut-être quelques précisions encore sur sa présentation que je viens de faire pour éclairer davantage les participants. Alors, les participants vont rester sur un mode muet. On coupe les micros, on coupe les caméras. Ça facilite un peu la séance parce que si tout le monde intervient, si toutes les caméras sont ouvertes, ça va ralentir parce que ça va consommer beaucoup de bandes passantes et ça va rendre difficile. Maintenant, si vous avez des questions, vous envoyez ça dans la boîte à questions ou bien vous m'écrivez directement les questions et je vais relayer cela aux animateurs. Maintenant, dans la phase de questions-réponses, vous pouvez lever la main et on vous donne la parole pour que vous posiez en direct vos questions aux intervenants. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Monsieur Keto, vous avez la parole. Vous pouvez partager votre écran et commencer par parler un petit peu de vous avant de continuer votre présentation. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Sylvestre, bonsoir à Girès, André, bonsoir.
Bonsoir, Est-ce que vous me bonsoir. recevez? On Oui, vous très reçoit très bien. bien. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir de partager notre petite expérience avec vous. Sylvestre me connaît parfaitement bien, donc il a bien fait la présentation, sauf qu'il n'a pas précisé que je suis formateur SIGAP aussi. Et puis, j'interviens dans les universités. Je suis actuellement en thèse au niveau de l'IRDEC RCEC à Lomé sur la gestion. Et le sujet de ma thèse, c'est sur la performance des institutions de microfinance. Alors, merci de nous avoir sollicité. La présentation que je vais faire, autour de 6 points. Il y a actuellement une introduction et je vais présenter les indicateurs pour montrer les effets de la pandémie sur les activités des institutions au niveau de la Banque centrale et les difficultés qui sont liées à ces mesures-là, à la mise en œuvre de ces mesures, et quelques perspectives de relance. Les perspectives de relance, c'est nos réflexions au niveau de l'association que nous avons partagées avec les autorités et avec certains partenaires. Alors, vous savez que le coronavirus, ça a été une surprise pour nous tous en début d'année 2020. Et au Togo, c'est en mars, début mars, que le 6 mars précisément, qu'on a eu l'information sur la COVID. Et en termes d'indicateurs, ce qu'il faut mentionner, c'est que très tôt, on a constaté que les clients se sont rués vers les caisses, puisqu'on ne maîtrisait pas dans quel sens il fallait aller. Même les institutions ne savaient quoi faire. Nous avons décrété et nous avons sorti des communiqués pour dire aux institutions la conduite à tenir. Nous avons fait des réunions avec les DG pour décider des horaires d'ouverture. Donc, dans un premier temps, nos caisses ont commencé par ouvrir entre 7h30 et 14h. Après, nous avons replié un peu vers 15h et progressivement, on a rouvert 3 mois après. Et donc, tout ce qui avait comme mesure de sécurité au niveau des caisses ont été édités par l'association professionnelle, notamment le nombre de clients à recevoir au niveau des guichets. Nous avons commencé par leur dire d'avoir toutes les mesures sanitaires, lave-mains, cache-nez, etc. pour les agents, le cloisonnement de certains bureaux pour certains et pour les clients. Et nous avons fait beaucoup d'émissions pour les sensibiliser sur la conduite à tenir à nos guichets. Donc, au début, déjà au 30 septembre, au 30 mars 2020, on a observé, suivant les collectes d'informations qu'on a faites, on a constaté qu'entre le 19 mars et le 30 avril, les retraits ont été massifs. On a perdu au moins, en termes de retraits, à peu près 7 milliards de retraits au niveau des caisses des institutions. Ça a commencé par se corriger autour de fin juin. Les dépôts ont commencé par revenir. Ici, au 30 juin 2020, on avait 22 milliards de dépôts contre, on avait 215 milliards de dépôts contre 210 6 mois avant. Donc, entre-temps, en mars, on avait des retraits dans l'ordre de 5 à 7 milliards. Donc, progressivement, les choses ont commencé par se rétablir. Alors, au niveau de l'encours de crédit, on observe également à un moment donné une baisse
des activités entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin, on a remarqué que de 178 milliards d'encours de crédit, on est arrivé à 157 au 30 juin. Par endroit même, on a baissé un peu parce que les institutions avaient peur de donner de nouveaux crédits et l'activité économique même ne fonctionnait pas parce que les frontières étaient fermées. Toutes les frontières du pays étaient fermées, sont même fermées officiellement jusqu'à présent. Donc, on a noté que l'encours de crédit a reçu un coût d'à peu près 10% en diminution. Au niveau de la qualité du portefeuille, on a noté que la dégradation s'est accrue entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin et ça continue. Jusqu'à présent, on note que les institutions souffrent et n'arrivent pas à récupérer les crédits qui ont été mis en place. Donc, il y a eu des mesures. On a réajusté les horaires. L'État a mis une série de mesures qu'on a relayées au niveau de nos institutions par des affichettes, par des communiqués. Et au fur et à mesure que la situation s'améliorait à un moment donné, on a pris des mesures pour aider les institutions à ne pas être en marche. Mais l'avis de la BCEAO, l'avis 08 de la BCEAO est sorti en avril, le 27 avril 2020. Et la cible n'a pas bien compris l'avis. Même ceux qui ne voulaient pas payer ont sauté sur cet avis-là. D'autres n'étaient pas affectés par la pandémie, mais voulaient profiter de l'avis. Il y a eu des institutions aussi qui n'ont pas bien utilisé l'avis. Il fallait aller à la rencontre des clients et pour les considérer, pour les prendre en charge. Mais les institutions ne l'ont pas bien fait ou ne l'ont pas vite fait, ce qui fait qu'il y a des crédits qui souffrent aujourd'hui parce que les clients ne sont pas informés. Ça fait une semaine qu'on a encore reçu quelqu'un qui devait faire passer son crédit par les ports d'échéance, qui ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas les informations. Alors, il y a aussi les appels du fonds de garantie qui, dans la foulée, demandait aux institutions de payer. Et le bureau d'information sur le crédit aussi qui demandait dans la même foulée aux institutions de payer. Ce qui fait que on a dû résister un moment, mais au fil des appels et de la pression de la BCEAO, du fonds de garantie du BIC, on a dû céder à un moment donné. Donc, en termes de difficultés, on a eu une baisse généralisée des activités. L'effondrement des activités dans le secteur qui avait des difficultés avant la pandémie, le ralentissement des opérations. Sur le terrain, par exemple, les collectrices ont peur d'approcher les clients, d'aller sur les marchés. Les collectrices, même, il y a les organisations des droits de l'homme qui nous ont interpellés, comme quoi les collectrices ne sont pas équipées, ne sont pas protégées, ce qui fait que sur certains marchés, au lieu que les collecteurs, les collectrices aillent chaque jour, on a dû revoir leur horaire de travail pour qu'ils aillent par semaine, par endroit. Et par exemple, à TV, à 35 km d'ici, les agents, à un moment donné, vont sur les marchés une fois chaque quinzaine. Alors, les ressources, au niveau des ressources, contrairement à ce qui s'est passé dans tous les pays, hein, on a eu écho des fonds au Bénin, écho des fonds au Burkina, au Niger. Chez nous, nous avons approché les autorités, mais les données, les informations avec lesquelles nous allons aux discussions ne sont pas aussi fiables. Nos membres se plaignent que l'État ne les aide pas, mais les informations ne montrent pas qu'on est en difficulté.
Donc, c'était un peu difficile d'avoir des ressources dans ces conditions. Mais finalement, on a eu un accord de principe pour nous dire que si d'aventure il y a un besoin, on pourra avoir des ressources par le truchement de l'Agence nationale de garantie et de financement des PME, PMI. Donc, c'est ce qu'on a eu comme promesse de l'État jusqu'à présent. Et je crois qu'on s'en tient à ça. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de difficultés notoires, mais on continue. Et en termes de relance, il est vrai que nous sommes allés voir les autorités, la primature, le ministre des Finances, même à la présidence, on a eu des séances. Mais il y a un souci fondamental de fiabilité des informations. D'abord, l'accès, la collecte de l'information est difficile, mais quand on a l'information d'une source à l'autre, il y avait des incohérences. Chaque fois, il faut retraiter. Les gens vous envoient d'un mois à l'autre les mêmes informations. Il arrive qu'on nous envoie les mêmes informations sur 2 mois. Donc, il faut prendre les fichiers un à un, les pointer pour être sûr que ce qu'on vous envoie est fiable. Ça, on le met sur le dos du SIG, mais je pense que c'est peut-être parce que les gens n'étaient pas habitués à envoyer des informations par mois ou par quinzaine. Et je crois que c'est à cause de ça qu'ils ont eu des difficultés. On a eu des informations de mise en place des ressources, comme je le disais. Ces propositions-là, on les a faites aux autorités. On a même discuté de certaines propositions, par exemple, sur les reports d'échéance, les produits que les institutions perdaient sur cette période-là. On a demandé une petite compensation à l'État. Ça, je l'ai partagé avec mes collègues de l'UEMOA, qui ont trouvé que c'est intéressant, mais l'État dit qu'il n'a pas les moyens de faire ces compensations-là. Et on nous renvoie, par exemple, à tout ce qu'on a eu comme... on ne paye pas l'impôt sur le revenu pour les coopératives, on ne paye pas l'impôt sur le résultat. Donc, on nous renvoie à ça et on nous dit, voilà, on vous disait d'avoir une capitalisation solide. C'est pour ces jours-là qu'on vous contraignait à avoir une capitalisation solide. Donc, nous avons plaidé pour qu'il y ait un fonds d'appui à la relance des activités, ce qu'on n'a pas jusqu'à présent. Mais on a quand même une promesse qu'on pourrait activer en cas de besoin. Il y a lieu de renforcer la communication. Et il faut dire que nous sommes sur une cible qui est un peu, la cible, la couche basse, les gens parlent d'informel, etc. Il y a lieu de communiquer, même vis-à-vis de nos membres, il y a nécessité de communiquer. Par endroit, nous avons insisté sur la mise en place ou le fonctionnement des services sécurité santé dans les institutions. Et nous avons fait par endroit des prises en charge psychologiques pour le personnel des institutions. Avec l'appui de la SPTF, on a fait une prise en charge psychologique pour un certain nombre d'agents sur l'ensemble du territoire. Nous avons doté les institutions d'instruments. Ce qu'on veut continuer en termes de perspective, on pense que ces appuis-là doivent continuer parce qu'au Togo, actuellement, la pandémie a pris une allure encore vertigineuse. On pense qu'il faut continuer d'accompagner et accorder une garantie au moins. S'il n'y a pas de financement en tant que tel, l'État peut donner des garanties pour que les institutions puissent accéder aux ressources. Donc, en conclusion, il faut dire que la pandémie a été une surprise pour nous, mais ça a été une opportunité. Ça nous a permis de montrer à nos membres qu'on est utile. Ceux qui pensaient que l'association
les pompeurs pour rien. On leur a démontré notre utilité. Ça nous a permis d'être alertes et de faire des propositions à nos membres. Et ce qui a été très intéressant, ça nous a encore aiguisé en termes d'expertise. Et ça a créé, la pandémie a créé d'autres créneaux. Ce qu'on est en train de faire là, avant la pandémie, on n'était pas très actifs là-dessus. Je pense que c'est intéressant de continuer à le faire. Et donc, merci de partager cette petite expérience avec nous. Et on est à votre disposition pour les éventuelles questions qui nous permettront d'aller dans plus de détails. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Ange, pour la présentation. Merci aux participants. Je précise que vous pouvez envoyer les questions, hein, le temps qu'on permet aux autres intervenants de partager leur expérience. Donc, on retient essentiellement que la pandémie au niveau du Togo a quand même des effets, puisque les chiffres qu'on a montrés sur l'évolution de la situation des activités au niveau des institutions ont montré quand même des moments de baisse, même si on note une reprise relative. Mais aussi, il y a eu des actions qui ont été faites. Moi, j'ai bien aimé. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Les décisions, la mise en œuvre des décisions prises par la Banque centrale, je pense que c'est important de voir si ces décisions vraiment ont été appliquées, quel résultat ça a donné, est-ce que c'était vraiment adapté à la situation. On pourra échanger sur ça rapidement. Mais ce que j'ai aussi aimé, c'est l'utilité, hein, que Ange a montré par rapport aux associations professionnelles qui se sont montrées vraiment très alertes sur l'évolution de la situation, qui ont été des forces de proposition auprès des autorités. Il a parlé des heures d'ouverture, hein, le suivi, par exemple, des collecteurs sur le terrain qui a permis de proposer qu'ils soient opérationnels un jour sur deux ou pas tous les jours de la semaine, quand même, pour éviter les risques de contamination. Je pense que c'est très important de montrer que les associations sont toujours utiles. C'est vrai qu'on a toujours ce débat, surtout dans le secteur de la microfinance, où on se demande elles servent à quoi. Merci beaucoup pour avoir montré que les associations peuvent être à la bagarre, peuvent nourrir la réflexion au niveau du secteur et faire évoluer les choses. Mais il a aussi montré quand même qu'il y a des éléments à faire pour la relance. Ça aussi, j'ai beaucoup apprécié. Communiquer davantage, faire en sorte qu'il y ait des garanties au niveau de l'État pour faciliter l'accès au crédit. Parce que, comme le disait M. Komako une fois, en période de crise, c'est le cash qui est roi. On a beau pris des mesures, s'il n'y a pas l'argent, ça ne donnera rien. Les gens ont besoin des ressources pour fonctionner. Si on ne peut plus faire du crédit, comment on gère le quotidien, ainsi de suite. Je pense que c'est les questions-là qu'il faut régler. On aura le temps d'échanger là-dessus. Alors, nous allons passer au deuxième intervenant. Merci à Dédé pour avoir envoyé sa contribution au débat. Alors, nous allons continuer avec le deuxième intervenant qui est de l'Association professionnelle des établissements et des banques et établissements financiers au niveau du Bénin, Jires, qui va nous parler un peu de ce qui a été fait par l'APBF au niveau du Bénin et quelles sont les perspectives en matière de gestion de crise. Donc, Jires est aujourd'hui le chargé d'études et de développement il est aussi directeur des systèmes d'information, d'accord, au niveau de l'APBF. Il est très engagé aujourd'hui dans les trucs de digitalisation. Il est consultant DFI, le Digital Frontier Institute. Donc, il fait beaucoup de choses pour la promotion au niveau de la finance digitale. Donc, c'est lui qui va nous parler un peu de ce qui a été fait au niveau du Bénin par les professionnels des banques et établissements financiers. Donc, je voudrais lui laisser la parole. Il peut activer son micro pour nous faire sa présentation. Jires? Oui, merci Sylvestre. Il faut compléter ta présentation si j'ai dit tout. Bon, je crois que tu as tout dit.
Ce qu'il faut garder ici à l'esprit, c'est que je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui a rapport avec le digital, donc la finance digitale. Mais j'ai un background de l'informaticien. Donc, c'est tout ça qui m'amène aujourd'hui à mener les activités dont j'ai la gestion au niveau de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin. Alors, merci Sylvestre. Avant toute chose, je voudrais remercier FSH Expertise pour l'opportunité offerte ce jour afin d'échanger sur les contributions des associations professionnelles des institutions financières pour faire face à la crise Covid. Et il faut remarquer qu'effectivement, depuis le début de l'année 2020, le monde entier fait face à une grave crise sanitaire qui est marquée donc par la propagation rapide de la COVID-19. Et cette pandémie, il faut l'avouer, a surpris tout le monde. Et ça a engendré également de nombreuses pertes en vies humaines, de plus en plus maintenant dans les pays africains, et donc avec de graves conséquences, bien évidemment, sur l'activité économique et financière mondiale. Et pour aborder cette thématique qui est quand même assez vaste, je voudrais surtout axer mon intervention sur 3 volets. Premièrement, je vais parler de la Banque centrale qui a mis en place un ensemble de mesures et d'instruments pour atténuer l'impact de la pandémie du COVID-19 sur le système bancaire de l'Union. C'est vrai que mon prédécesseur a abordé déjà le volet dans un sens. Je vais compléter simplement pour ne pas faire des redites. Ensuite, deuxièmement, je préciserai quel a été le rôle de l'APBEF pour la place du Bénin en ce qui concerne la gestion même de cette crise-là. Et pour finir, troisièmement, je donnerai quelques détails sur la façon dont les banques en interne ont intégré les recommandations de l'APBEF et du gouvernement et quelles sont les actions qu'elles ont menées donc, afin de permettre aux participants à ce webinaire d'avoir une idée sur, on va dire, une petite partie du dispositif déployé par les banques pour faire face à la COVID. Et enfin, je vais conclure mon intervention. Alors, sans transition, je vais aborder le premier volet qui traite des mesures mises en place par la Banque centrale. Et à ce niveau, je vais rappeler simplement qu'au regard de l'impact négatif de cette crise sur le système bancaire et le financement de l'activité économique dans l'Union, la Banque centrale a suivi avec le plus grand soin l'évolution de cette pandémie-là. Effectivement, il y a des décisions qu'elle a soulevées, qu'elle a menées. Donc, au nombre de ces décisions-là, on peut citer par exemple celle d'augmenter les ressources mises à la disposition des banques afin de permettre à celles-ci de maintenir et d'accroître le financement de l'économie. Et dans ce sens, il y a une première hausse de 340 milliards qui a été apportée donc, au montant que la Banque centrale accorde chaque semaine aux banques pour le porter à 4 750 milliards. Ensuite, il y a eu l'élargissement du champ des mécanismes à la disposition des banques pour accéder au refinancement de la Banque centrale. Et dans ce cadre, la BCEAO a pris l'initiative de faire la cotation de 1700 entreprises privées environ, dont les effets n'étaient pas acceptés auparavant dans son portefeuille. Et donc, cette action a permis aux banques d'accéder à des ressources complémentaires d'environ 1050 milliards et aux entreprises concernées de négocier et de bénéficier donc, de meilleures conditions pour leurs emprunts. En dehors de ça, il y a eu l'affectation de 25 milliards au fonds de bonification de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, pour permettre à celle-ci d'accorder une bonification de taux d'intérêt et d'augmenter le montant des prêts concessionnels qu'elle accordera aux États donc, pour le financement des dépenses urgentes d'investissement et d'équipement dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et la BCEAO a mené également des campagnes de sensibilisation des banques à l'utilisation des ressources disponibles sur le guichet spécial de refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises, donc aux PME-PMI.
Alors, ce guichet a été prévu sans plafond et a été créé dans le cadre du dispositif mis en place par la BCEAO en accord avec les banques et les États pour justement promouvoir le financement des PME-PMI dans l'Union. La BCEAO a mis en place aussi avec le système bancaire un cadre adapté pour accompagner les entreprises affectées par les conséquences de la pandémie et qui rencontrent des difficultés pour rembourser les crédits qui leur ont été accordés par les banques. Et pour faire simple ici, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la BCEAO a fortement sollicité les banques afin qu'elles puissent accorder des reports d'échéances appropriés, donc en particulier aux PME-PMI. Une autre action assez importante de la BCEAO, c'est d'avoir mené des négociations et de les poursuivre avec les entreprises d'émission de monnaie électronique en vue justement de réduire les coûts des transactions et encourager les populations à une plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux pour évidemment mieux limiter les contacts et les déplacements. La BCEAO a également facilité l'approvisionnement des banques en monnaie fiduciaire, donc en cash, en billets en quantité et en qualité suffisante, afin de leur permettre d'assurer un fonctionnement satisfaisant des guichets automatiques de banque. Voilà un peu pour ce qui concerne la BCEAO. Mais il y a également des actions qui ont été menées donc en local pour chacun des pays de l'UEMOA. On a suivi tout à l'heure le cas du Togo au niveau de la PSFD. Donc, pour la place du Bénin en particulier, ces actions ont été menées par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin. Et donc, nous allons aborder à présent ce qui a été la part de l'APBEF dans la contribution et la gestion même de cette pandémie. Alors ici, il faut remarquer que, pareillement aux autres pays du monde entier, le Bénin a enregistré des cas d'infection au COVID-19. Et cette situation a amené le gouvernement béninois à prendre des mesures au plan national pour contenir la progression même de cette pandémie. Et l'APBEF a souscrit totalement aux dites mesures et n'a pas manqué de saisir les occasions pour rassurer la clientèle des établissements de crédit. Et par rapport donc aux dispositions prises en vue de la continuité des services bancaires, et ceci dans des conditions d'hygiène et de sécurité renforcées. Alors, à cet égard, l'APBEF Bénin, en dehors des actions menées par visioconférence avec l'ensemble des directeurs généraux de banque pour statuer sur la question, a également invité la clientèle et le public en visite dans les locaux des établissements de crédit à, entre autres, utiliser donc du gel hydroalcoolisé, placé visiblement à leur disposition à l'accueil et dans le hall des espaces clientèle. Donc, également à jeter systématiquement tout ce qui est torchon mouchoir utilisé dans des corbeilles prévues et placées à cette fin. Ensuite, à préconiser la distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre les clients, donc les uns avec les autres. Et également, à veiller au respect des consignes qui leur seront données éventuellement par la banque, la priorité étant donc la sécurité sanitaire du public. Alors, l'APBEF Bénin a recommandé d'éviter autant que possible les déplacements non essentiels dans les agences bancaires, en privilégiant bien évidemment l'utilisation du digital, des nouvelles technologies, notamment le e-banking, le SMS banking, le mobile banking, le courrier électronique, donc beaucoup plus des mails qui sont envoyés entre les clients et leurs conseillers clientèle, et également la promotion des paiements par carte bancaire, par chèque ou également par monnaie électronique. Donc, l'objectif était surtout de réduire les concentrations de personnes et de recourir le moins possible à la manipulation du cash. Mais de façon pratique, il n'est pas rare de tomber, par exemple, sur la note d'information de l'APBEF au sein même des agences de banque. Et dans ce sens, l'APBEF a fortement sensibilisé également au niveau de la presse écrite, des chaînes de radio et de télévision locales, également sur Internet à travers, par exemple, la diffusion
sur son site web d'un communiqué sur le coronavirus. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec le troisième et dernier volet de mon intervention pour aborder la façon dont les banques ont intégré les recommandations de l'APBF en créant en interne pour la plupart une cellule de gestion de la crise Covid. Donc, un comité a été mis en place pour réfléchir sur cette question-là et proposer des solutions pratiques et durables afin de faire face efficacement donc, à cette pandémie. Et donc, des politiques et procédures ont été mises en place par les banques relativement à leur plan de continuité et de reprise d'activité en cas de sinistre. Et à ce niveau, c'est surtout les commissaires aux comptes qui se sont fortement impliqués dans les diligences menées pour apprécier déjà l'impact de la COVID sur la continuité de l'exploitation de la banque. Et il y a eu des procédures de gestion de crise qui ont fait l'objet de mise à jour, et des plans de secours informatique également, puisque pour les banques, il y a des cas que j'ai suivis où certaines banques ont procédé à des tests pour leur permettre de s'assurer que la capacité de l'infrastructure existante, l'infrastructure informatique bien évidemment, pouvait supporter une utilisation, on va dire, intensive des services bancaires à distance. Donc, il y a eu le planning du contrôle permanent et de l'audit interne qui a été mis à jour dans certaines banques pour intégrer justement le contrôle des mesures de la lutte contre la COVID-19. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Comment est-ce que ça s'est passé concrètement sur le terrain? Eh bien, la clientèle des banques a été systématiquement soumise à la désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée des agences. Donc, ça s'est fait de façon progressive. Et ceci est subordonné à une vérification donc, de la température corporelle du client. Et ça, c'est à l'entrée de l'agence. Maintenant, à l'intérieur, il y a une règle stricte d'au moins 1 mètre de distance qui est mise en vigueur. Donc, si vous faites un tour au niveau des agences, vous pouvez observer des sièges des clients qui sont très bien espacés. Et pour les agences où il y a des ascenseurs, par exemple, le nombre de personnes est limité à 2 sous la supervision des agents de sécurité. L'autre chose importante à remarquer aussi, c'est que les agents de banque eux-mêmes ne sont pas restés en marge de ces mesures d'hygiène-là. La banque leur a fourni pour la plupart donc, des masques et des gants pour assurer leur protection déjà, surtout pour ceux qui sont au niveau du front office. Et en plus de tout ça, les banques ont mis en place un dispositif de communication qui ne passe pas inaperçu. Donc, ça passe par des affiches de sensibilisation qui sont postées dans les agences, des écrans qui diffusent en continu les meilleurs comportements à adopter aussi bien en agence qu'en dehors des agences pour se prémunir contre la propagation du virus. Également des prospectus, des flyers numérisés qui sont diffusés sous forme de notifications ou bien d'alertes par le canal des téléphones portables à travers des SMS de sensibilisation. Voilà. En plus de tout cela, on a noté également des efforts de la part des banques pour un début de digitalisation de leurs procédures. Donc ici, l'objectif, c'était surtout de promouvoir la banque à distance en donnant donc aux clients l'accès aux produits et services de la banque, et ceci aussi bien le jour que la nuit, où qu'il soit. Donc le client peut rester chez lui pour, je vais dire, interagir avec la banque, profiter de ces services-là. Et l'objectif, c'est donc de le rendre autonome dans la gestion de ces transactions au quotidien. De sorte que, in fine, il n'ait pas besoin forcément de l'assistance d'un agent de banque pour effectuer un certain nombre de transactions que nous qualifions généralement de transactions basiques. Je vais citer par exemple la consultation du solde de son compte, les opérations de virement et de transfert, la commande d'un chéquier par exemple, l'impression même de son relevé, donc depuis son smartphone. Voilà un peu toutes ces opérations-là qui ont été rendues possibles et accessibles aux clients depuis chez lui. Et l'autre aspect
des actions menées par les banques au Bénin, c'est également l'accompagnement à l'endroit du gouvernement, tant sur le plan financier que matériel. Donc, certaines banques ont accompagné le gouvernement dans le plan de riposte qui est prévu pour lutter contre la pandémie, avec des enveloppes financières, mais aussi avec un renforcement du matériel, à savoir l'équipe de lavage de mains. Donc, tous ces dispositifs-là qui existent aujourd'hui un peu partout et qui permettent quand même de se prémunir un tant soit peu à la propagation du virus. Maintenant, lorsqu'un cas de contamination est avéré, la banque procède systématiquement à l'isolation du cas-là. Donc, il y a toute une communication autour, toute une procédure autour. Le client est mis à l'écart ou si c'est l'employé de banque lui-même, on lui donne tout de suite des congés pour l'isoler et pour lui permettre de suivre le traitement qui est assorti au plan de riposte. Donc, tout ça, c'est pour s'assurer justement qu'aucun risque ne soit pris en fait pour éviter la propagation du virus. Donc, et ceci, ça peut aller même jusqu'à la désinfection complète de l'agence où il y a eu la contamination. Et pour poursuivre, donc, dans ce sens, il y a eu également des cas de réduction d'effectifs. Donc, où, de façon systématique, certaines banques ont donné des congés donc, à leurs employés pour limiter justement le personnel qui est disponible en agence et pour limiter donc les cas de propagation. Mais je pense, pour conclure mon intervention, que les banques peuvent aller beaucoup plus loin en termes de perspective, en capitalisant donc sur les réformes qui sont mises en œuvre aujourd'hui par le gouvernement béninois pour faciliter la vie du citoyen, donc et ceci dans tous les domaines. Vous avez au niveau du ministère des Finances des plateformes qui sont disponibles en ligne. Vous avez au niveau de la justice les décisions de justice qui peuvent être consultées directement en ligne. Au niveau de la santé également, au niveau du numérique, il y a le code du numérique qui est venu élargir le champ des possibilités et encadrer davantage tout ce qui concerne les activités digitaux. Donc, ça, c'est pas mal de réformes qui peuvent permettre aujourd'hui aux banques de développer des produits et services adaptés donc aux réels besoins des populations. Alors, les banques peuvent aussi donc vulgariser davantage les paiements marchands. On a pu voir pas mal de partenariats se nouer entre banques et émetteurs de monnaie électronique. C'est vrai que ça existait déjà précédemment, mais ça s'est davantage accentué avec l'avènement de la crise. Et donc, ça, par exemple, ce n'était pas envisageable avant. Il y a quelques années, on ne pouvait pas penser qu'une banque pouvait ouvrir en fait son système d'information, s'interfacer avec un émetteur de monnaie électronique. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui existent. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans ce sens-là. D'ailleurs, le gouvernement fait la promotion de la démocratisation des codes du SSD pour faciliter davantage l'accès donc aux services qu'elle propose, aussi bien dans les services de la fonction publique que tous les autres services d'accompagnement et de soutien donc, aux entreprises et aux particuliers. Et il y a une autre réforme également au niveau de la Banque centrale, qui est le projet d'interopérabilité des services financiers, qui prévoit donc faciliter davantage l'inclusion financière dans l'Union à travers une plateforme qui va fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier. Et l'intérêt ici pour les banques, c'est de pouvoir se mettre à jour assez tôt, donc par rapport à ces nombreuses réformes-là, et démarrer donc enfin leur transformation digitale en automatisant, par exemple, le contrôle interne et en dématérialisant donc la relation client. Et pourquoi pas même passer à la vulgarisation des paiements sans contact. Donc, ça, c'est une question qu'on pourra aborder par la suite. Et pour ma part, je crois que le virus, il existe bel et bien et qu'il est réel. Donc, je crois qu'on va devoir vivre avec encore pendant longtemps.
Et pour cela, il est important que nous puissions aboutir à un système bancaire assez résilient qui puisse s'appuyer sur le digital pour offrir le meilleur aux populations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Giresse, pour cette présentation. Ce qu'on peut retenir rapidement avant de laisser la parole à André, c'est que la Banque centrale a été vraiment aux côtés des institutions par les facilités qu'il leur a accordées. C'est vrai que des instruments existaient avant, mais dans la crise, les institutions bancaires ont eu accès à de l'argent, du cash, pour financer les opérations, pour les besoins qu'elles avaient. Mais du même côté, l'association professionnelle était là pour donner des recommandations. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces recommandations ont été vraiment prises en compte par les membres, par les banques. Et plusieurs actions ont été prises au niveau de chaque banque pour faciliter la prévention, les gestes barrières au niveau des agences bancaires pour sécuriser les clients. Mais aussi, on a beaucoup compris dans l'intervention de Giresse que la digitalisation a été vraiment un élément utilisé par le secteur bancaire pour pouvoir faciliter les opérations en période de crise. Donc, beaucoup d'initiatives pour faciliter l'utilisation, pour obliger à l'utilisation des cartes bancaires, des retraits à la banque. Et dans les perspectives qu'il a données, c'est qu'on doit capitaliser cela pour que dans quelques années, ces choses-là ne soient plus seulement des choses qu'on utilise en période de crise, mais une réalité une réalité quotidienne dans l'accès aux services financiers chez nous. Et il a montré aussi que les banques, malgré les enjeux qu'elles avaient à leur niveau, ont aussi contribué à la riposte du gouvernement, à la stratégie que le gouvernement a mis en place pour pouvoir prévenir la contamination à la COVID-19, donc en fournissant des équipements de lavage des mains, ainsi de suite. Donc, on voit bien que les actions professionnelles, l'APBF a été présente pendant la crise, a motivé ses membres à prendre des initiatives et on se rend compte que ces initiatives ont été prises et ont eu des résultats et on espère qu'on va capitaliser dans les années à venir sur ces résultats. Alors, nous allons passer rapidement, avant de revenir aux questions, on va passer rapidement à André qui va nous parler de ce qui a été fait par la PROSEC RDC en matière de crise, de lutte contre la COVID-19. André, bon, je ne vais pas beaucoup le présenter puisqu'il est là depuis longtemps et c'est un historique de la professionnalisation au niveau du Congo, de la RDC, et il est passé par toute forme de regroupement, de dénomination de l'association pour atterrir aujourd'hui à la PROSEC, qui est l'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit de la RDC. Mais il est aussi formateur, consultant, il a travaillé pour plusieurs organisations auprès des institutions, des coopératives surtout, en RDC, on peut parler de FPM, SBL, GIZ, ainsi de suite. Donc, c'est lui qui va, en tant que secrétaire exécutif de la PROSEC, nous parler un peu de comment la crise a été gérée et quel a été le rôle de l'association professionnelle. Je précise, comme l'a dit Giresse, on est encore dans une autre vague en Afrique et nous souhaitons que chacun prenne les mesures, respecte les mesures barrières et surtout aille se faire vacciner. C'est gratuit. Allez, André, allez-y. Très bien. D'accord. Oui, je suis en train de partager. Voilà. Alors, nous allons parler de ce que la PROSEC a fait pour contribuer à la gestion de la crise en RDC. D'emblée, je voudrais signaler que notre présentation a 4 points. Nous commençons par dire un mot sur la PROSEC. Nous ferons une synthèse des effets de la COVID sur les COPEC. Et après,
nous vous présenterons l'apport de la PROSEC dans la lutte contre la crise de Covid, en RDC bien sûr. Et en quatrième lieu, nous vous présenterons les leçons que nous avons tirées ainsi que les recommandations que nous pouvons formuler à ce niveau-ci. Alors, c'est quoi la PROSEC? La PROSEC est l'association professionnelle des coopératives d'épargne de crédit. Pour votre information, la RDC a 2 associations professionnelles au niveau de la microfinance. Il y a une association qui s'occupe des institutions mutualistes et l'autre qui s'occupe des institutions non mutualistes. La PROSEC, c'est pour les institutions mutualistes. Alors, celle qui s'occupe de l'institution non mutualiste se dénomme l'Association nationale des institutions de microfinance, ANIMF en sigle. La PROSEC a été créée le 15 août 2012 sur recommandation de la Banque centrale parce que dans le temps, il y avait le RIFIDEC qui regroupait et les mutualistes et les non mutualistes. Or, la loi en RDC exige que chaque catégorie d'institution ait une association professionnelle. C'est comme ça qu'il y a eu scission du RIFIDEC en son temps. C'est une ASBEL, bien sûr. Nous avons 72 coopératives d'épargne de crédit, dont 2 fêtières. Et la RDC a 26 provinces et on trouve des COPEC dans 13 provinces. Évidemment, il y a des provinces où il n'y a pas encore d'institution de microfinance mutualiste, soit-elle ou non mutualiste. Donc, c'est 13 provinces où on peut trouver des COPEC. On a près de 111 millions de dollars de total actif sur l'ensemble des COPEC, 39 millions de dollars pour l'encours de crédit, 126 millions de dollars pour l'encours d'épargne et un nombre d'épargnants de 746 000 personnes, hommes et femmes compris. Alors, l'année 2020, nous avons réalisé un atelier avec l'appui de la coopération technique allemande où nous avons fait une analyse détaillée des effets de la COVID sur le secteur de la microfinance. Ici, je vous fais juste une petite synthèse sur 2 slides pour voir les principaux effets que nous avons constatés à la suite de l'arrivée de cette pandémie dans notre pays depuis mars 2020. Alors, nous avons constaté que les agents ne parvenaient plus à atteindre le résultat qu'on les a signés. Vous voyez, il y avait des confinements, il y a des mesures barrières qu'il fallait respecter, éviter les entassements, c'est-à-dire respecter la distanciation sociale. Tout ça a fait que les agents ne pouvaient pas atteindre les résultats comme attendu. Il y avait la gestion difficile des espaces en raison de l'exigence de la distanciation, la baisse des dépôts, la diminution des octrois de crédit, la hausse des impayés, la réduction, voire la suppression des réunions des membres et même celle des organes. Il y a des assemblées qui ne se sont même pas tenues durant l'année 2020 et même certaines réunions des membres. Et les institutions qui ont un effectif pléthorique avaient aussi du mal à tenir les réunions du personnel. Alors, dans la suite, nous avons aussi d'autres effets. Par crainte des contaminations de membres, il y a des gens qui ne parvenaient même pas à joindre leurs agences pour effectuer les opérations. Malheureusement, on a senti aussi que la plupart de nos coopératives avaient des systèmes d'information non préparés aux exigences de la digitalisation des opérations. Et en raison du confinement, il fallait avoir des systèmes d'information qui admettent que les gens puissent opérer à partir de leur domicile. Alors, au niveau des COPEC, c'était un peu difficile pour réaliser cela. Les actions de plaidoyer au niveau de l'association étaient freinées. Il y a aussi les actions de formation et même d'assistance technique
qui ont été mises en difficulté. Alors, toutes les actions qui pouvaient réunir un grand nombre de gens avaient été supprimées. Or, comme vous le savez bien, nous sommes dans les coopératives d'épargne et de crédit où il y a pas mal de réunions avec les membres et tout ça, on ne pouvait pas les réaliser suite à la pandémie. Voilà les quelques effets que j'avais retenus comme synthèse sur plusieurs pages d'effets et qu'on avait regroupés par domaine. C'était, je crois, près de 7 pages. Je n'ai pas voulu reprendre tout cela ici. Alors, quel est l'apport de la PROSEC dans la lutte contre la crise de Covid-19 en RDC? Dès l'éclatement de la crise en mars 2020, nous avons envoyé des messages aux coopératives pour prendre des mesures préventives dans le cadre de cette pandémie. Et les mesures concernaient la façon dont les membres des COPEC et les personnels devaient se comporter pendant cette période ici. Les mesures devaient aussi concerner les horaires d'ouverture, le classement des sièges, ainsi de suite. Parce que les sièges plutôt, parce que les gens devaient se mettre à distance des mains telles que recommandées par les mesures sanitaires. Il fallait rappeler tout cela aux coopératives d'épargne et de crédit. Nous avons envoyé des modèles d'outils que les COPEC devaient adapter pour la gestion de la crise. Exemple, le plan de continuité que nous avons obtenu d'ADA. ADA nous a envoyé un modèle de plan de continuité que nous avons utilisé. D'abord, comme document modèle que les COPEC devaient utiliser pour concevoir leur plan de continuité. Beaucoup de COPEC n'en avaient pas. Et ensuite, nous sommes allés sur le terrain ou à distance pour accompagner personnellement certaines COPEC à la mise en place de leur plan de continuité, ainsi que des outils de trésorerie. Mais l'approche souvent utilisée, c'est l'approche à distance. Bien sûr, ceux qui sont à Kinshasa, nous les avons accompagnés vraiment sur place au sein de leurs institutions pour qu'ils aient leur plan de continuité, ainsi que quelques outils de gestion des trésoreries, surtout pour la prévision de l'évolution de la trésorerie. Alors, nous avons transmis des mémos à la Banque centrale du Congo concernant le problème des dollars qui devenaient rares. Et l'autre mémo, c'était pour l'interprétation de certains articles des instructions publiées par la Banque centrale. Et pour ceux qui ne le savent pas, la RDC opère avec deux monnaies. Il y a le franc congolais qui est la monnaie nationale et il y a les dollars. Et si vous allez dans les institutions financières, vous verrez que près de 90% des dépôts sont effectués en dollars. Et pendant la crise de Covid, les institutions installées dans l'arrière, donc dans les territoires, à l'intérieur du pays, avaient des problèmes pour avoir des dollars parce que les déplacements des avions étaient limités, les véhicules même étaient limités, et les institutions avaient du mal à trouver des billets verts pour effectuer des retraits qui étaient sollicités par les membres. Et là, nous nous sommes référés à la Banque centrale pour que la Banque centrale puisse vraiment secouer un peu les banques, de façon que les banques mettent à la disposition des coopératives membres les liquidités en dollars afin que ces dernières puissent servir les membres à la base. Et malheureusement, les banques nous disaient que comme le pays est vaste, il faut joindre certains coins par avion et comme les vols commerciaux étaient limités, il fallait que la banque puisse louer un jet privé pour aller approvisionner les agences installées dans les provinces. C'était très compliqué pour les institutions qui œuvrent en province pendant cette période-là. Donc, trouver des dollars était très compliqué. Et avec la Banque centrale, on a quand même fait le nécessaire pour que les banques puissent approvisionner les institutions, les agences installées en province. Il y a même la Banque centrale qui a aidé
certaines banques pour qu'elles aient des liquidités sur place en utilisant les moyens de transport de la banque centrale. Alors, nous avons aussi appuyé les institutions membres sur la comptabilisation des reports d'échéance, parce qu'il y en a qui ne savaient pas comment passer les écritures de reports d'échéance, et nous les avons aidés dans ce sens-là. Alors, pour essayer de suivre l'évolution des indicateurs de membres au fur et à mesure que la pandémie faisait son rage, là, nous avons mis en place un programme de suivi de performance, c'est-à-dire chaque mois, nous collections, et d'ailleurs nous continuons à le faire, nous collections les informations, les données des membres que nous traitions et qu'à la fin de chaque trimestre, nous devons produire un document que nous avons qualifié de veille sectorielle pour voir quelle est la santé du secteur pendant le trimestre, comment est-ce que les différents indicateurs ont évolué. Nous avons contacté le ministère du Plan qui gérait un fonds d'appui aux urgences, le fonds d'appui aux effets de la COVID. Bon, mais malheureusement, on n'a pas été vraiment répondu favorablement. On n'a pas obtenu gain de cause sur cette demande-là. Et nous sommes maintenus comme ça sans avoir ce que nous voulions. Donc, et puis, au niveau des institutions membres, il y avait aussi un suivi téléphonique et sur WhatsApp des institutions en difficulté. Et de temps en temps, les institutions nous appelaient pour nous présenter leurs difficultés et aux difficultés qui pouvaient être solutionnées par l'association en termes de conseils. Nous réagissons promptement sans attendre. Alors, des contacts avec des fournisseurs de SIG ont été amorcés pour engager un processus de digitalisation des opérations de certaines COPEC qui avaient un peu une surface financière acceptable. Parce que nous avons senti que rester en manuel avec la COVID, c'est vraiment chercher la disparition des institutions. Il fallait mettre en place un programme de digitalisation qui pouvait permettre à certaines institutions, à certaines COPEC, d'arriver quand même à œuvrer, à opérer avec les canaux digitaux. Et bon, c'est un programme qui continue, nous y travaillons parce que ça demande aussi beaucoup de moyens. Il faudrait que nous trouvions non seulement les SIG appropriés, mais aussi le moyen conséquent parce qu'il faut un core banking robuste qui va permettre aux COPEC de s'adjoindre de façon que chaque COPEC puisse opérer avec au moyen d'une fenêtre qui sera ouverte. Et l'avantage que nous avons est qu'au niveau de la Banque centrale, il y a un programme qui a été financé par la Banque mondiale où nous avons actuellement un switch national qui va faciliter l'interopérabilité de toutes les institutions qui opèrent dans le secteur financier, banques, IMF et COPEC. Il suffit d'avoir un core banking qui peut recevoir des interfaces avec ces switches nationales. Il y aura quand même des opérations qui vont se passer sans beaucoup de difficultés. Nous travaillons vraiment sur ce processus parce que apparemment, ça doit prendre du temps compte tenu de ce qui doit être préparé. Alors, nous avons pris contact avec certains partenaires pour aider les coopératives d'épargne et de crédit à lutter vraiment avec cette pandémie. Et il y a des partenaires qui nous ont répondu, tels que la SPTF et le Fonds pour l'inclusion financière, FPM. La SPTF, par exemple, avec la facilité pour la microfinance responsable, a permis quand même à près de 7 COPEC d'avoir des appuis en matériel de protection, élaboration de plans de continuité, mise à disposition des outils de gestion, ainsi de suite, et même des formations de membres en éducation financière à la base. Je vois une institution qui a bénéficié de cet appui lorsqu'elle a sensibilisé ses membres pendant la période de Covid, soit sur les mesures
préventives à prendre et même les éléments d'éducation financière intégrés dans cette formation, ça a boosté vraiment le nombre de membres au sein de cette institution-là. Alors, le Fonds pour l'inclusion financière renforce actuellement le portefeuille de crédit de certaines institutions parce qu'on vient de traverser une période très compliquée et les institutions, compte tenu de ce qui s'est passé, et il y en a qui ont perdu quand même une partie de leur portefeuille. Et c'est comme ça que le FPM est en train d'appuyer certaines COPEC à remonter un peu leur portefeuille de crédit. Alors, actuellement, nous organisons des sessions de formation en ligne ainsi que des échanges techniques sur certains thèmes précis parce que nous avons senti que non seulement c'est très coûteux d'organiser des formations en RDC compte tenu de l'immensité du pays, mais aussi pour éviter que les gens puissent se contaminer facilement. Nous avons opté pour des formations en ligne. Nous avons acquis un abonnement annuel Zoom. Ça nous permet quand même d'organiser des réunions, des échanges techniques, des sessions de formation avec les membres sans beaucoup de difficultés. Nous avons montré à tous les membres comment ils peuvent se connecter facilement. Et ça nous aide énormément pour contourner quand même les effets de la crise. Alors, quelles leçons avons-nous tirées de cette pandémie? En tant qu'association professionnelle, nous avons constaté que les associations doivent rester très attentives aux préoccupations des structures membres durant les périodes de crise. Certains problèmes peuvent être résolus par la conjugaison des efforts. Par exemple, nous, quand le problème des dollars a abatté, c'était vraiment de la conjonction des efforts avec tous les membres. Et cette conjonction a fait que nous avons pu bousculer la Banque centrale qui a trouvé la solution à cette crise financière. Vraiment, c'est une crise en billets verts, en billets de dollars au niveau de certaines institutions. N'eût été la mise en commun des efforts, peut-être on n'aurait pas trouvé la solution à cette question-là. Alors, dans la recherche des appuis en faveur des institutions membres, notre leçon, la multiplication des contacts est nécessaire car tous les partenaires ne sont pas sensibles au même degré. Vraiment, on a senti qu'il y a des partenaires qui sont un peu froids, mais d'autres, lorsqu'on leur présente la situation, ils compatissent et agissent. Et donc, pour essayer un peu d'augmenter la chance de trouver des partenariats agissants, il faudrait vraiment multiplier les contacts pour que vous trouviez une solution idoine. Alors, les associations professionnelles, ça aussi c'est une leçon que nous avons tirée, sont obligées de développer de moyens virtuels de communication avec les membres pour contourner les contraintes imposées par la crise. Parce que ne pas faire cela, ça va conduire à la limitation des contacts, à la limitation de l'information entre l'association et les institutions membres. Mais l'attention des autorités administratives du pays reste nécessaire pour trouver des solutions à certaines crises comme celle de la COVID. Moi, je constate malheureusement que nous n'avons pas obtenu gain de cause à notre demande, mais bon, c'est une partie remise. Nous allons peut-être reprendre contact prochainement avec les autorités pour que nous puissions un peu voir dans quelle mesure cet aspect peut être accompagné. Donc, accompagner les institutions qui ont été durement frappées par le coronavirus. Alors, il y a aussi une autre leçon que nous avons tirée. L'accompagnement des proximités des institutions reste nécessaire dans la mise en place de certains outils de gestion des crises. Pourquoi nous disons cela? Nous avons envoyé un plan de continuité modèle, mais sur le terrain, nous avons constaté que beaucoup d'institutions n'ont pas
vraiment bien adapter ce plan pour qu'il soit utile à leur gestion courante, pour que vraiment ça serve comme outil de gestion de la crise telle que vécue dans notre pays. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment les accompagner de manière serrée pour que cela puisse devenir une réalité. Évidemment, ça demande aussi de l'expertise. Donc, on ne peut pas larguer un document et espérer que l'institution va l'adapter et l'utiliser sans beaucoup de difficultés. Donc, ça, c'est une leçon que nous n'allons pas reprendre prochainement l'envoi des documents comme ça, sans un accompagnement par un expert qui s'y connaisse. Alors, l'autre leçon, c'est que les autorités de contrôle et de régulation du secteur financier sont invitées à rester souples et proactives pour mettre en place des mesures idoines pouvant faciliter le dénouement de certaines opérations en temps de crise. Et là, nous saluons la Banque centrale du Congo qui a vraiment agi vite. D'abord, la pandémie a été déclarée le 23 mars. Déjà, le 24 mars, la Banque centrale sortait des mesures pour accompagner certaines institutions, des mesures qui concernaient, par exemple, la restructuration des crédits, la promotion de la monnaie électronique. Donc, il y avait vraiment une certaine proactivité de la Banque centrale pour que les institutions ne souffrent pas de certaines réglementations qui pouvaient le freiner dans les mesures à prendre au niveau de la résolution de la crise de la COVID que connaissaient toutes les institutions, qui continuent à connaître toutes les institutions. Et donc, et ça, c'est vraiment une recommandation que tous les pays peuvent vraiment mettre en œuvre, que les autorités de régulation du secteur puissent vraiment rester souples, qu'elles ne soient pas rigides, sinon ça ne va pas aider le secteur. Évidemment, il y a des réglementations, il y a des instructions, il y a des directives, mais si on reste figé dans ces directives-là, pendant des périodes comme celle-ci, ça ne va pas aider le secteur à avancer. Voilà ce que j'avais à présenter pendant cette soirée. Nous sommes à votre disposition pour tout éclaircissement. Je vous remercie. Merci beaucoup, André, pour cette présentation. Et on voit bien que l'association professionnelle, la POSEC, est allée au-delà de la mise en place de directives. Elle accompagne directement les associations, les membres à sortir, à gérer cette crise-là. Et il y a eu aussi les bénéfices, les soutiens des partenaires comme la FMR, comme le FPM, pour accompagner les institutions dans la gestion de ces crises grâce aux doléances de l'association. Il y a aussi que le besoin de la digitalisation est réapparu grâce à cette crise. Et aujourd'hui, dans les leçons apprises, on pense qu'il faut vraiment aller à la digitalisation. Et aussi, face à une situation de crise, on ne peut pas la gérer tout seul. Il faut forcément l'appui des autorités. Et j'encourage fortement l'abnégation de l'association qui veut retourner encore vers les autorités avec les doléances des membres pour pouvoir sortir de la situation. Donc, merci beaucoup pour ces interventions qui nous ont permis de voir comment les associations professionnelles sont présentes dans la gestion de la crise née de la pandémie COVID-19. Alors, nous allons passer à l'étape des questions. Alors, déjà, je voudrais répondre sur une première question qui nous avait été envoyée par Djibril, qui, ce n'est pas exactement une question, mais c'est de dire que l'importance, il a essayé de montrer l'importance pour les associations professionnelles d'avoir des informations fiables. Donc, elle doit travailler à ça parce que si vous voulez vous positionner comme l'interlocuteur privilégié des SFD, vous devez avoir des informations fiables. Et je crois que dans l'intervention de Ange, il y a eu cette difficulté au moment de fournir les bonnes informations. Je pense que, et comme il a proposé, chaque PSFD doit avoir un programme de transparence financière qui collecte périodiquement les informations pertinentes. Merci beaucoup à Djibril pour cette contribution. Alors, il y a Dédé, doyen Dédé aussi, qui a
qui a voulu savoir hein, dans ce qui a été fait au niveau du Togo, la place de la digitalisation, comme on a vu au niveau des banques où un accent a été mis sur la digitalisation. Au niveau de l'ADC, il y a aussi ce besoin de digitalisation qui est apparu. Donc, on va demander si Angèle est avec nous toujours, de dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait en direction de la digitalisation des opérations des SFD grâce à cette crise de la COVID-19. Alors, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main et je vais vous donner la parole. Si vous ne voulez pas toujours pas, vous pouvez nous envoyer les questions dans la boîte à chat ou dans la boîte à questions. Merci. Ange, si vous voulez nous parler un peu de la digitalisation dans cette crise-là. Ange est toujours là? Allô? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? OK. Oui. Alors, je disais merci à toi-même, Sylvestre, pour l'initiative. Merci à Gires et à André pour la densité de leur présentation. J'ai beaucoup appris. Et par rapport à l'intervention de Djibril, je pense que c'est un formateur SIGAF qui parle. Et puis, c'est un acteur, un vieux routier comme moi qui parle. Et je pense que c'est une préoccupation légitime. Nous sommes en train d'y travailler. Et nos membres disent que c'est le SIG qui a des problèmes. Mais je dis, c'est que les gens n'étaient pas, etc. On en demandait au-delà de ce que la loi prescrit. C'est aussi ça. Donc, je pense que fondamentalement, c'est une question d'organisation au sein des institutions. Nous continuons de collecter les informations mensuellement pour faire le point au ministre. Donc, ce problème, plus ou moins, est en train d'être réglé. Sur la digitalisation, nous avançons, mais sur place, on n'a pas de partenaires qui accompagnent comme dans certains pays. Et il s'agit d'initiatives internes. Il y a des institutions qui, aujourd'hui, ont des produits financiers digitaux qui sont en train de promouvoir sur place. Et on continue la sensibilisation puisqu'il n'y a pas de ressources de partenaires ou d'État pour accompagner la digitalisation. Les membres sont conscients que c'est sans détour. Soit on y va ou on signe sa peine de mort. Donc, je pense que on est en phase et c'est un peu lent, mais on a espoir que tous vont rentrer dans... Merci beaucoup. Oui, merci. J'ai une question là. Et par rapport aux mesures prises par la Banque centrale, aujourd'hui, si vous devez vous donner un avis par rapport à ça, est-ce que c'était très approprié à la situation? Est-ce que c'était facile à mettre en œuvre? Non, mais sur ça, on a eu des débats houleux avec la commission bancaire. La commission bancaire a organisé une conférence Zoom avec l'ensemble des associations. Et nos membres ont dit que les mesures, notamment les mesures financières, là, n'étaient pas appropriées. Quand on demande à une institution d'aller à un guichet de banque, le banquier, c'est un commerçant. Il ne donne pas à 2 points, par exemple. Si lui commence par donner à 4 points ou à 5 points, le taux de sortie ici est autour de 12%. Donc, cette disposition-là n'est pas très adaptée à nous. On aurait souhaité aller directement au guichet de la Banque centrale pour aller prendre des ressources à 2 points. C'est ça la proposition qu'on avait faite. Mais ça n'a pas requis l'assentiment des autorités de la banque. Okay. Mais là, sur l'avis, on n'a pas été consulté. Nous avons pris l'habitude depuis certaines années de travailler avec la Banque centrale sur certains dossiers comme ça. Mais l'avis est tombé comme ça un dimanche, le 27 avril. Et nous-mêmes, là, on ne comprenait pas. Hein, le français, là, on ne comprenait pas. Et pour aider nos membres, tu as bien relayé qu'on a été la lumière de nos membres sur la pandémie. Mais nous-mêmes, on ne comprenait pas. Il a fallu qu'on fasse une séance avec la Banque centrale pour s'entendre sur l'avis, le contenu de l'avis. On a fait 2 ou 3 séances pour s'entendre sur la lecture de l'avis. Mais là, dans la mise en œuvre, et les gens s'attendaient à des incitations financières. Mais les incitations étaient comptables.
Ce qui fait qu'il y a eu déjà une réticence, les gens ne sont pas satisfaits. Maintenant, la clientèle l'a interprété de façon bizarre. Donc, en gros, les mesures, c'est bon, on s'est préoccupé de nous, mais ça ne répondait pas, surtout les incitations financières ne répondaient pas à nos attentes. Ok, merci beaucoup. Alors, je reste. Il y a quelqu'un qui voudrait voir au niveau du Bénin, au niveau des banques, s'il y a des chiffres qui montrent que la pandémie a eu des effets sur les opérations bancaires. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Non, malheureusement, je n'ai pas les chiffres sous la main tout de suite. Mais je pense que, bon, on peut les avoir hein, et les fournir en offre. Mais sinon, je l'ai dit hein, dans mon intervention tout à l'heure, l'impact de cette crise-là sur le secteur bancaire est présente. Donc, on a vu un peu comment est-ce que le système bancaire, justement, a dû devenir résilient pour faire face à cette crise-là. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure des réformes menées par la Banque centrale. Effectivement, ces réformes doivent, on va dire, s'adapter beaucoup plus aux réalités de nos pays. Donc, il est important de consulter donc, les différents acteurs à tous les niveaux pour mettre en place et créer ces réformes-là. Mais sinon, moi, je pense que sur le plan de la digitalisation, parce que j'ai une question là-dessus également, la crise sanitaire a confirmé donc l'importance de la digitalisation des entreprises. Et voilà un peu ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Alors, les intervenants, les participants, si vous avez des questions, vous voulez bien lever la main et on vous donne la parole. Je n'ai pas encore de main levée. Il n'y a personne qui a envie d'intervenir? Alors, il y a une question que tu as laissé passer là. Oui. Il y a une question de M. Koulibaly qui souhaiterait savoir en quoi est-ce que, quel est le rôle de la digitalisation sur la pandémie. Oui. Bon. J'avais ma propre idée là-dessus. Si des approches de réponse, vas-y. Oui, en réalité, bon, je pense que je n'ai plus à démontrer. Hein. La pandémie est venue forcer le digital. Aujourd'hui, pour le cas du Bénin, que je connais assez bien, il y a eu de nombreux. Allô? On ne vous entend pas. Alors, il y a monsieur Joe qui a levé la main. Je vais lui permettre de parler. Activez votre micro. Oui, monsieur Joe, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Onvou. Bonsoir, Bonsoir. Giresse. Et le troisième dont je n'ai pas regardé le nom. OK, merci beaucoup. Et je voulais intervenir, mon intervention, c'est surtout par rapport aux impacts. La crise a bien sûr d'impact au niveau du secteur bancaire béninois. D'abord, je me présente, on m'appelle Joey Hyacinthe. Je suis un employé de banque. Je suis responsable de division banque institutionnelle. OK. Dans une banque de la place, permettez-moi de ne pas évoquer. Donc, je disais que la crise a bien sûr d'impact au niveau du secteur bancaire béninois. OK. On a constaté que après les mesures de la BCAO au début de la crise, il y a beaucoup d'impayés crédits au niveau des banques. Le portefeuille d'impayés a vraiment augmenté parce que les clients ont voulu bénéficier de ces mesures. Même ceux qui n'ont pas de difficultés, ceux qui sont capables
de payer normalement leur crédit, ils ont voulu profiter de ces mesures de la BCEAO et ne pas payer leur crédit. Et ainsi, en le faisant, si un client qui veut montrer à sa banque qu'il a des difficultés, non seulement il ne paie pas les crédits, mais il ne fait plus de dépôts. Parce qu'il fait des dépôts, la banque va se rendre compte que tout se passe bien. On a constaté qu'il y a cet effet qui a vraiment joué, le portefeuille crédit impayé a vraiment augmenté au niveau des banques. Même chose pour les dépôts qui ont baissé. Maintenant, de l'autre côté, il y en a des banques qui ont tiré profit de ça. Il faut évoquer aussi les banques qui ont une vision digitale très développée en ont tiré profit. Je peux vous donner l'exemple de UBA, par exemple. UBA, qui est la première banque digitale au Bénin, en a profité parce que c'est au moment de cette crise, au début de la crise, que cette banque a fait sa meilleure performance au Bénin. Donc, cette banque en a tiré profit énormément de cette crise parce que elle a pu développer déjà à l'avance des produits et services digitaux que les clients ont utilisés énormément en ce moment-là. Donc, voilà ce que je peux dire de façon concrète. Merci. Merci beaucoup, M. Gao, pour votre intervention et surtout pour l'accent que vous avez mis sur la digitalisation qui peut être un élément de sortie de crise lorsque on a vraiment une approche stratégique très bien aboutie. M. Gao, vous voulez toujours intervenir? Non, non, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce qu'Antan Giresse est revenu pour finir son intervention parce qu'on l'a perdu? Giresse, tu es là? Oui, c'est bon, Sylvestre. J'avais eu un petit souci de réseau là, c'est bon à présent. Okay, j'abonde dans le même sens que Yacinthe tout à l'heure, qui évoquait, on va dire, une partie de l'impact du Covid sur l'activité bancaire. Et il faut reconnaître effectivement que les banques ont collecté, on va dire, tous les problèmes qui sont liés en fait à cette crise-là, parce que ça a été un choc très brutal de rupture d'activité qui a eu donc un impact sur le compte des entreprises logées dans les banques. Donc, c'est un choc qui va générer donc beaucoup de pertes de marge donc, au niveau des banques et beaucoup de pertes d'activité pour les entreprises. Et ces pertes-là vont obligatoirement impacter les flux financiers sur le compte de ces entreprises dans les banques. Donc, ça veut dire que les entreprises vont se retrouver donc, dans le rouge. Qui dit entreprise dans le rouge dit indirectement que ce sont les banques qui vont enregistrer des impayés parce que une fois que l'entreprise aura fait faillite, par exemple, ce sera pour la banque un compte courant qui sera dans un gros découvert et puis des crédits de trésorerie, par exemple, pour l'entreprise qui ne seront pas remboursés. Donc, tout ça, ça va augmenter les prêts non performants pour les banques et également créer ce qu'on appelle les créances douteuses et litigieuses non recouvrées. Donc, effectivement, il y a eu ce côté-là, ce volet-là. Et comme il a dit également, celles qui ont compris, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup sur la place du Bénin, notamment UBA et je vais compléter également EcoBank, celles qui ont compris et qui ont mis en place des applications, des interfaces assez intéressantes pour interchanger avec leurs clients. Donc, ceux-là n'ont pas on va dire, eu trop de casse, ou sinon, elles ont trouvé la formule la plus adaptée pour maintenir le contact avec le client, mais elles peuvent mieux faire. Aujourd'hui, avec UBA, par exemple, vous pouvez bénéficier donc des services basiques que j'ai évoqués un peu plus tôt, depuis les réseaux sociaux, donc WhatsApp, le banquier virtuel Léo, en l'occurrence, c'est disponible sur WhatsApp, sur Facebook. Donc, vous pouvez faire des opérations basiques avec ça. Pareil au niveau de EcoBank, qui permet aujourd'hui, avec son application EcoBank mobile, de faire des transactions, des virements, des paiements de factures et tout ce qu'il y a autour très facilement pour le client qui s'est fait enregistrer. Et l'autre volet également qu'on n'a pas totalement beaucoup plus abordé, c'est le partenariat qui s'est créé, sinon les partenariats qui sont créés entre les banques et les émetteurs de monnaie électronique. Donc ça, c'est venu davantage booster
l'inclusion financière. Donc, c'est des initiatives à renforcer. Voilà un peu ce que je peux dire pour compléter l'intervention. Merci beaucoup, merci pour ces réponses-là. Alors, on va toujours sur la question de la digitalisation. Aujourd'hui, au niveau de la RDC, au niveau des COPEC surtout, quelle est la tendance? J'ai vu digital, comment on appelle, taille mobile, je ne sais pas si c'est exactement ça. Est-ce que ça devient concret maintenant réellement? André? Oui, effectivement, il y a beaucoup de COPEC actuellement qui ont commencé à opérer quand même avec de produits digitaux. Je prends par exemple des COPEC tels que Bonne Moisson à Goma ou Chai dans le sud Kivu. Chai est en train d'installer un réseau d'achat bancaire. Ils vont utiliser les POS. Bonne Moisson est dans le mobile. Ils ont réussi à intégrer la monnaie électronique en termes de, vous voyez, les sociétés de télécommunications, les émetteurs de monnaie électronique, comme Gires venait de l'indiquer. Donc, ils ont signé un partenariat avec les émetteurs de monnaie électronique et ils ont intégré de façon que les membres de la COPEC peuvent effectuer des dépôts et de retraits à partir de leur téléphone. Donc, c'est très important. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est de réussir à avoir les core banking robustes qui va nous aider à interagir avec le switch national, le switch monétique national qui est basé à la Banque centrale. C'est un grand projet que nous voulons vraiment réussir et si nous le réussissons, ce sera un grand succès dans le cadre de la digitalisation. Mais de manière éparse, vraiment quelques COPEC sont déjà en plein dans la digitalisation et elles sont en train d'acquérir des logiciels adaptés à la solution, c'est-à-dire il y a des logiciels qui admettent quand même des produits digitaux par-ci, par-là. Ok. Merci. Vous m'entendez? Merci oui, pour ces réponses. Je n'ai pas d'autres questions. Je voudrais vous inviter au respect des gestes barrières puisque nous avons les différentes vagues qui se déversent sur nos pays en termes de contamination à la COVID-19. Donc, on n'a qu'à respecter les gestes barrières. Et je voudrais vous rappeler aussi, pour ceux qui seront intéressés, notre prochain atelier de formation en ligne avec Mme Ablawa Nadine Nyakadia, épouse de ma vie, sur la mise en œuvre efficace des recommandations de l'UTESTEL. C'est pour le 31 août, la date limite d'inscription, c'est 30 août 2021 et les frais d'inscription s'élèvent à 20 000 francs CFA, $40 US. Nous serons très heureux de vous avoir à cet atelier pour toujours continuer ce travail, cette ambition que nous avons de développer une offre de renforcement des capacités d'assistance technique aux institutions de microfinance, aux institutions financières en ligne. Merci à tous, merci encore une fois aux animateurs qui ont pris de leur temps de manière généreuse pour partager leur expérience sur ce que a fait leur association professionnelle dans la crise de la COVID-19. Merci aussi aux intervenants, aux participants, merci à Djibril, merci à Dédé, et merci à tous les autres, à Sred, tous qui ont essayé de contribuer. Et merci aussi à M. Youk pour son intervention. Donc, je souhaite une bonne soirée à tous. Je sais que dans d'autres endroits, c'est déjà la nuit. Merci pour cette participation. Et on va se retrouver très bientôt, peut-être pour parler encore un peu plus de la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas parler de mode, mais c'est quelque chose qui s'impose à nous. Mais est-ce qu'on y va de la manière qu'il faut? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les modèles économiques qui permettent de valoriser, de viabiliser ces choses?